Ce soir, on va vous parler de bâtir en fibre végétale, de la matière à l'architecture, construire avec ce que l'on a à portée de main. C'est le résultat d'un travail collectif de toute une équipe et en particulier d'une collègue qui devait venir avec nous ce soir qui s'appelle Aurélie Vissac mais qui ne peut pas être là et de deux autres collègues, Arnaud Miss et Martin Pointé. Et puis vous verrez au fur et à mesure de la conférence qu'on va citer aussi des travaux d'autres chercheurs, dont des chercheurs de l'ESPCI, puisqu'on travaille avec le SPCI sur ce projet. La présentation de ce soir est en trois parties. D'abord, on va vous parler de la diversité des fibres végétales et animales et qu'est-ce qu'on peut en faire dans la construction et dans l'architecture. Ensuite, on aura une partie sur comprendre la matière. Donc c'est là qu'on aura la présentation de Manip pour comprendre quelle est cette matière en fibre et comment on peut l'utiliser. Et puis on finira avec, une fois qu'on a bien compris cette matière, quels sont les matériaux qu'on peut développer à partir de ces matières qui sont un peu plus prospectifs et d'innovation. Pour ce qui concerne la première partie, diversité des fibres, un petit panorama très rapide d'architecture, qu'elle soit vernaculaire ou contemporaine dans le monde. Donc on commence par l'architecture vernaculaire. Ici vous avez quelques exemples en Afrique. D'autres en Amérique, je ne vais pas détailler chacune. Il y a beaucoup de constructions à base de roseaux, de paille, de chaume, etc. Mais aussi des choses plus originales comme de l'écorce. Ça, c'est plutôt l'Océanie Pacifique. On voit des feuilles, ça peut être des feuilles de sisal, des feuilles de bananier, etc. L'Asie, le Moyen-Orient, donc là, je reviendrai dessus. En haut, on a un exemple de Moudif en Irak qui sont des structures porteuses et qui servent à franchir complètement en fibre végétale. On a même des choses évidemment en Europe. Les exemples les plus courants, vous devez les connaître, c'est les bâtiments avec des toitures en chaume. Mais on a aussi en bas au Portugal des maisons de pêcheurs dont le toit est en chaume mais aussi les parois verticales. Là, on passe à l'architecture contemporaine en fibre. Ici, c'est une sorte de réinterprétation de l'architecture vernaculaire, toujours dans la même zone géographique au Portugal, donc en bord de mer, où des architectes d'aujourd'hui réinterprètent l'architecture vernaculaire. Et on peut voir toujours la toiture en chaume et une structure porteuse en bois et du remplissage également des murs en chaume. Ça, c'est en Afrique du Sud. Donc, la particularité de ce projet, c'est que ça a été un projet qui a été conçu et construit avec les populations locales et donc avec une association fibres végétales et terre. Donc là, c'est vraiment l'esthétique de la simplicité. Toujours dans la même thématique, ça c'est en Thaïlande, ce sont des dortoirs temporaires dans un hôpital en fait, pour accueillir les familles. Là on joue beaucoup sur la circulation de l'air puisque ce sont des pays très humides. Des choses plus contemporaines, donc ça c'est en Chine. Donc là il y a un travail beaucoup plus sur l'espace et les ambiances avec des jeux de lumière en fonction de l'ajournement des matériaux. Donc ça c'est avec du bambou. Et puis en Suède, donc là c'est aussi une zone, c'est un centre de visite et d'interprétation ornithologique. Donc dans cette région, on construit traditionnellement en chaume et donc ce centre d'interprétation a été construit en se basant sur l'habitat vernaculaire, mais avec, vous voyez, des éléments très modernes, comme par exemple le fêtage qui est fait en verre et qui permet d'apporter de la lumière du jour à l'intérieur du bâtiment. Un autre exemple en Hollande, avec un architecte qui commence à être un peu connu, qui s'appelle Arjen Reas, 2010. Donc là aussi, c'est vraiment un travail sur l'expression formelle, mais en utilisant des matériaux traditionnellement présents localement. Après ce rapide panorama de ce qui existe dans l'architecture de terre, de fibres aujourd'hui, on s'est demandé quelles étaient les fonctions de ces fibres dans les bâtiments. Donc on a travaillé sur cette thématique, on a fait une sorte de roue des fonctions. Donc vous voyez ici, les fibres peuvent servir à porter, à renforcer, à isoler, à filtrer, à protéger. Donc on a fait des sortes de classifications. Là je vais vous montrer aussi quelques exemples des fonctions qu'ont les fibres végétales dans les bâtiments. Donc ici, un bâtiment terre et fibres végétales au Bangladesh, qui a été construit en 2008 par Anna Ehringer. Là, on voit bien que le bambou sert à filtrer la lumière. Ici, des fibres de sisal qui sont utilisées dans un musée expérimental à Mexico. Donc on voit que ça peut aussi servir à filtrer la lumière, ça peut servir à faire des formes, à former. Ici c'est un architecte au Chili
alors là, on est à la limite de l'architecture et de l'installation artistique. Donc ça, c'est avec de l'osier. Toujours le même exemple. Ensuite, ça, c'est un exemple d'utilisation du bambou en Espagne, à Madrid. Donc c'est un petit immeuble d'habitation. Donc c'est à partir de fines tiges de bambou. De plus près, on voit que ça sert à habiller le bâtiment. De l'intérieur, on voit aussi que ça sert à filtrer la lumière et à réguler les températures quand il fait très chaud. Un autre exemple sur la thématique de habiller et filtrer aussi, ça c'est en Chine. C'est un bâtiment qui a été construit en 2011. C'est une bibliothèque. Donc là, on voit l'extérieur et puis l'intérieur, la thématique de habiller et de filtrer la lumière. Et encore un autre exemple sur cette thématique. Donc ça, là encore, c'est de l'osier. C'est le pavillon espagnol à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Là, on a la vue d'ensemble et puis le détail des tissages d'osier. Ici, c'est de l'herbe, en fait, en Afrique du Sud. Donc c'est les huttes zoulous. Donc là, on voit que les fibres végétales servent à habiller et à isoler aussi thermiquement quand il fait très chaud. Ça sert aussi à tresser et donc à attacher l'ensemble. On a une double fonction. Un autre exemple, donc là c'est vraiment quelque chose d'assez atypique, c'est l'utilisation d'écorces d'arbres pour faire des petites cabanes aux États-Unis. Ici, l'utilisation de la chaume au Vietnam, mais pas seulement pour le toit, pour tout le bâtiment. Donc là, ça couvre tout le bâtiment. La structure est en bambou. Il y a des différents éléments de différentes tailles en bambou qui portent le bâtiment. Et puis ensuite, c'est recouvert de chaume. Et là, on voit l'intérieur du bar avec un travail sur la circulation d'air, un trou au sommet qui permet d'évacuer l'air chaud. Là, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, les Moudif en Irak, des bâtiments qui sont construits uniquement, complètement avec la seule matière disponible sur place, c'est-à-dire le roseau, qui est tressé, assemblé, etc., et qui sert aussi à porter. Donc on assemble plusieurs éléments avec des cordelettes et on peut franchir des grandes portées comme on peut le voir ici. Toujours pour porter et franchir, un collectif qui s'appelle Caña Viva en Espagne, qui travaille sur les cannes aussi. Donc il fait des structures plutôt éphémères, mais avec toujours ce travail d'assemblage de petits éléments. Là, c'est en Éthiopie. Donc là, c'est l'utilisation des tiges et des fibres de bambou. C'est vraiment comme un panier géant. On a une structure qui est tressée, comme on le voit ici, et on obtient un bâtiment comme ça, juste comme un panier d'osier. Et là, on voit les feuilles qui servent à couvrir sur la structure portante. Et puis les fibres servent aussi à armer d'autres matériaux, en particulier les matériaux en grains. Ça, c'est une partie de la muraille de Chine, où en fait, en général, la muraille de Chine, elle est construite avec les matériaux qui étaient disponibles sur place. Donc, quelquefois, c'est de la pierre, quelquefois, c'est de la terre, mais quelquefois, dans les déserts, c'est uniquement du sable. Donc, pour construire des murailles en sable, ils ont utilisé les végétaux qui étaient disponibles localement, donc comme ici, avec des roseaux. Et ils ont inventé les premiers exemples de terre armée. Et puis, toujours sur la thématique de armer les matériaux en grains, typiquement, on ajoute des fibres, que ce soit en vrac ou de manière directionnelle, dans les matériaux comme la terre, pour renforcer sa résistance à la traction, par exemple, ou diminuer la fissuration. Et puis, aujourd'hui, sur le marché apparaissent des tas de matériaux de construction à base de fibres, comme ici des panneaux de roseaux qui servent à isoler, aussi bien pour l'isolation extérieure qu'intérieure, ou des panneaux de déchets de l'industrie qui sont ensuite collés avec des colles soit synthétiques, soit naturelles. Et puis pour finir ce premier tour d'horizon, on s'est aussi posé la question de d'où venaient les fibres. Donc ici on a aussi fait une sorte de roue avec deux entités, puisqu'on a d'un côté les fibres végétales et de l'autre les fibres animales. Donc toutes les parties des plantes peuvent être utilisées pour faire des fibres, en tant que fibres. Donc c'est évidemment les tiges et les feuilles, mais il y a aussi l'écorce, les graines et les fruits. Et puis dans les catégories des fibres animales, on a les poils, les plumes ou les sécrétions. Alors quelques exemples de plantes qui sont utilisées ou qui pourraient être plus utilisées dans la construction. On a le chanvre, évidemment, dont on utilise un des déchets qui est la chenevotte et qui est ensuite mélangé, par exemple, vous connaissez certainement le bloc de chaux chanvre, qui est un produit aujourd'hui très diffusé,
donc avec un liant chaud et des fibres de chenovote de chanvre. On a le lin. La grande tige de lin est utilisée pour faire des textiles, des tissus, des habits. Mais on a aussi l'ana de lin, qui est la partie centrale de la tige, qui ne peut pas être utilisée pour l'application textile. Et puis les étoupes, qui sont des tiges pas assez grandes, en fait. Et donc, ces coproduits de la production du lin peuvent être utilisés aussi comme ingrédients dans des matériaux de construction. La jute aussi, qui sont des grandes tiges qui sont utilisées pour les textiles et aussi dans des matériaux composites, peuvent être utilisées aussi par exemple pour armer des matériaux de construction en grains ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi des produits qui sont utilisés dans les gammes de matériaux écologiques vendus aujourd'hui. Les joncs, donc la particularité des joncs, c'est que c'est une structure alvéolaire qui est très intéressante thermiquement. Et puis, bon, traditionnellement, on en fait des nattes, des choses comme ça, mais il y a des choses qui peuvent être développées pour la construction. Et puis, on a une grande famille de fibres végétales qui sont les tiges d'herbes, en particulier les graminées. Et ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont sous forme de tiges et puis il y a des nœuds régulièrement. Et donc on a du plus petit au plus grand, le foin, la paille, le roseau, la canne et le bambou. Alors la paille, vous savez certainement que c'est un déchet, un coproduit agricole qui est utilisé de plus en plus pour la construction. Là vous voyez une petite cabane, mais on a d'autres exemples de bâtiments de plus grande envergure qui existent aujourd'hui et qui se développent de plus en plus. Le roseau commun, qui sert à faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des panneaux de roseau et des produits d'isolation ou de couverture, donc avec la chaume. La canne de Provence, également, c'est assez proche, avec lequel on fait des structures porteuses. Et puis le bambou, qui est extrêmement utilisé dans les Amériques, en Amérique du Sud et en Asie, et qui connaît un grand essor aujourd'hui, avec lequel on peut faire des structures porteuses. Dans la catégorie des fruits et des graines, évidemment, le coton, la fibre de cellulose, peut être utilisé comme isolant en vrac, en particulier quand c'est recyclé à partir de vêtements. Ça peut servir d'isolant en vrac, comme on le voit ici, à l'intérieur de parois, pour isoler thermiquement les bâtiments. La fibre de coco aussi, ce qu'on appelle le coir, peut être utilisé comme ici, comme panneau isolant. Ça, c'est le sisal. Donc c'est une sorte de cactus et on utilise les feuilles de sisal on extrait des feuilles de sisal des fibres, donc on va le voir sur cette vidéo. Donc là, on voit que c'est extrêmement rapide et simple d'extraire une sorte de filasse. Ensuite, c'est roulé. Et donc, il transforme ça très rapidement avec quasiment aucun outil en cordelette. Et puis là, pour cette application en particulier, ils font comment on appelle ça? Des hamacs, enfin des grands hamacs. Des filets. Donc là, on a vraiment une illustration frappante de comment on peut passer assez rapidement et assez facilement de la plante à l'utilisation concrète dans le bâtiment ou pour une autre utilisation. Et puis on a toute une autre grande catégorie de produits qui sont les déchets industriels et agricoles. Donc dans la catégorie des déchets industriels, on fabrique à partir de journaux invendus de la ouate de cellulose qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée comme matériau d'isolation en vrac ou en panneaux souples. Et de la même manière, un produit qui s'appelle le métis est aujourd'hui commercialisé à partir de vêtements en coton recyclé. Et puis les déchets agricoles pourraient être beaucoup plus valorisés, que ce soit les rafles de maïs, la bagasse de la canne à sucre, les balles de riz, etc. La paille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un des déchets agricoles le plus utilisé aujourd'hui. Donc là, c'est un exemple d'un bâtiment qui s'appelle la Damascine, qui a été construit en 2009 en Franche-Comté.
Et donc ça, c'était le premier, c'est, je crois aujourd'hui en France, le plus grand bâtiment fait avec des bottes de paille. Avec les étoupes de lin et les anas de lin, qui sont les coproduits non utilisés pour les textiles, on fabrique des panneaux souples de laine de lin isolants. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie des plantes invasives qui posent problème et dont on ne sait pas se débarrasser. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les utiliser, au lieu d'essayer de s'en débarrasser, de les utiliser comme matériaux de construction. Donc, à titre d'exemple, là, les algues vertes qui polluent les plages en Bretagne notamment, ou ici la renouée du Japon, qui est une plante invasive, notamment dans notre région, et dont on ne peut pas se débarrasser. Donc, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de ces plantes-là. Ici, c'est un exemple de bâtiment qui a été construit au Danemark. Dans cette région-là, on construisait traditionnellement des maisons en algues. Et là, on voit une réactualisation. Je vais finir sur cette plante-là qui s'appelle le Typha, le roseau à massette. C'est une plante qui est protégée en France, mais qui est invasive dans d'autres régions du monde, et en particulier au bord du fleuve Sénégal. Donc aujourd'hui, il y a un projet qui vise à utiliser ce matériau comme matériau de construction. Et ce matériau, il est constitué de tiges alvéolaires qu'on voit ici. On y reviendra dessus tout à l'heure. Les tiges sont pleines, les feuilles sont alvéolaires, et puis ce qu'on va voir ici, c'est la massette de quoi elle est constituée. Donc c'est là qu'il faut regarder maintenant. Ça, c'est la massette du Typha, du roseau Typha. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience étant enfant. Oui. Voilà. Donc vous voyez la différence de volume. Ce sont des microfibres, encore plus fines que les fibres de coton. On verra tout à l'heure à la fin de la conférence qu'est-ce qu'on peut imaginer faire comme matériaux à partir de ces microfibres et de leurs particularités physico-chimiques. Je vais laisser la parole à Romain pour la deuxième partie de la conférence. Merci, bonsoir à tous. Toute la première partie dont a parlé Laetitia a été réalisée par un architecte du laboratoire Cratère qui s'appelle Arnaud Miss, qui n'est pas là aujourd'hui, et qu'on remercie beaucoup pour tout cet inventaire d'architecture et de fibres végétales. Je vais passer à la deuxième partie qu'on appelait « Comprendre la matière ». D'abord, un petit aperçu de comment se situe la matière en fibres dans notre projet Amaco, qui est structuré en 5 matières. On a d'abord la matière en grains qui va renvoyer à des matériaux plutôt minéraux comme le béton, la terre, les enduits de sable chaud ou les poudres céramiques. La matière en fibre, elle, va plutôt concerner des matériaux de construction comme le bois, la paille, le bambou, le roseau, le carton et tous les matériaux dont a parlé Laetitia. La matière molle renvoie à tous les matériaux qui sont ni liquides ni solides, mais dans un état intermédiaire, mis en œuvre sur le chantier sous forme de pâte, comme par exemple la pâte de ciment frais, la chaux en pâte, les mélanges d'argile et d'eau. La matière liante, c'est par exemple le ciment, la chaux aérienne, la chaux hydraulique et le plâtre. Et ici, c'est comment ces matériaux durcissent, pourquoi on peut agglomérer des grains ou des fibres avec. Et puis on a la matière eau, enfin l'eau, qui interagit avec tous les matériaux de construction. Et en fait, on peut regarder finalement ces 5 matières sous le prisme de la matière en fibre, puisque les fibres, dans la construction, on peut les utiliser seules, mais aussi elles vont être en interaction avec d'autres matières, en particulier les grains, les pâtes, la matière molle, l'eau et la matière liante. Donc tout ça va renvoyer à une série de phénomènes physiques. Donc vous avez la matière en fibre de ce côté. Les fibres interagissent avec elles-mêmes, les fibres avec les fibres. Donc là, par exemple, on aura des concepts comme l'anisotropie, le fait que le sens des fibres va modifier le comportement d'un matériau comme le bois, par exemple, par rapport à la fissuration, à la résistance à la déchirure. Les notions d'empilement de fibres qui vont créer des empilements très poreux, ce qui est intéressant en particulier pour isoler, puisque plus il y a d'air, plus il y a de vide, plus c'est isolant. Tout ce qui est enchevêtrement, ces fibres par frottement vont s'enchevêtrer, permettre sans colle, sans liant, de faire des matériaux. Ensuite, dès que ces fibres interagissent avec l'eau, on va avoir de nouveaux phénomènes. Par exemple,
tout ce qui est retrait et gonflement, en fonction de la teneur en eau des fibres, elles vont soit gonfler, soit faire du retrait, se déformer ou fissurer. Certaines fibres sont hydrophiles, d'autres sont hydrophobes, donc on verra ça aussi, ça a des phénomènes plus ou moins différents. On va utiliser l'eau des fois pour assouplir les fibres, par exemple l'osier qu'on met dans l'eau, qu'on laisse tremper, ou le rotin. En les laissant tremper, la fibre va s'assouplir, on va pouvoir la travailler sans qu'elle se casse, la déformer. Et puis ensuite, on a toutes les fibres qu'on met dans les bétons, les mortiers, les enduits, etc. Donc ces enduits, ces mortiers sont faits de grains. La fibre interagit avec les grains. Elle va par exemple modifier les empilements et donc la compacité. On utilise la fibre comme armature, comme l'a montré Laetitia avec la muraille de Chine. Donc ça interagit avec les grains par frottement. Et puis dans les pâtes, les fibres peuvent modifier la rhéologie. On rajoute des fibres, ça coule plus difficilement. Donc il y a aussi des chercheurs qui travaillent là-dessus. Dans la matière liante et en particulier le ciment, quand on met des fibres végétales, il y a des phénomènes chimiques comme par exemple l'attaque chimique de la fibre par le ciment à cause de son pH, ou alors au contraire c'est la fibre qui peut gêner le ciment en inhibant la prise ou retarder la prise. Donc là ce soir on ne va pas parler de tout, on va juste illustrer les phénomènes de frottement, enchevêtrement, de retrait gonflement avec l'eau et les phénomènes de hydrophobie, hydrophilie. Donc je commence tout de suite avec la thématique frottement et enchevêtrement. Alors, vous avez ici deux photos. À droite, un tas de sable, donc c'est des grains. Et vous voyez qu'un tas de sable, ça forme un tas avec une pente régulière de 30 degrés environ. Et on a fait la même expérience à gauche, mais avec des fibres. Ces deux matériaux sont très proches d'une certaine manière, c'est des grains, sauf que les fibres sont des sortes de grains allongés dans une direction. Et on voit que ce facteur de forme différent, là on a des grains plus ou moins sphériques, et dès que les grains sont allongés, on voit qu'au lieu d'avoir un angle de repos de 30 degrés, on a une structure beaucoup plus verticale parce que ces fibres sont longues et qu'elles vont s'enchevêtrer, et que cet enchevêtrement, d'une certaine manière, va faire tenir ces fibres selon certains assemblages. Par simple frottement et enchevêtrement, on va pouvoir, sans liant, sans colle, transformer un ensemble de fibres en matériaux de construction. Je vous propose de tous ensemble faire la première expérience qui consiste simplement à défaire une corde. Vous avez normalement devant vous une corde, je vais le faire aussi avec vous. C'est une corde de chanvre et on va simplement défaire cette corde pour essayer d'accéder à la fibre élémentaire qui constitue ce matériau. Donc vous pouvez le faire, hein, vous avez, voilà, il n'y en a pas pour tout le monde, mais normalement il y en a un peu sur les tables. Donc cette corde, si on la regarde, on voit qu'elle est constituée de 4 cordelettes qu'on peut défaire assez facilement. Et si on prend une de ces cordelettes, on va voir qu'elle est elle-même constituée de 4 brins encore plus petits. Donc là, j'ai défait les 4 brins, donc j'ai une cordelette encore plus petite que je peux elle-même défaire. Et on voit que cette dernière cordelette, que je peux dérouler, est constituée de toutes petites fibres qui mesurent à peine 2 cm et demi de longueur. Donc en fait, cette corde de chanvre, qui peut faire plusieurs centaines de mètres, est constituée d'éléments très fins, très courts, qui mesurent à peine 2 cm et demi. Là, on illustre comment finalement, par simple frottement et enchevêtrement, on va pouvoir constituer un matériau relativement résistant par assemblage de fibres. Donc on voit comment on passe du brin d'herbe au matériau de construction. Alors, dans l'architecture, parfois, si on va ici au Pérou, on peut aller jusqu'à l'architecture. Les habitants dans cette localité, qui s'appelle Quechua-Chaca, ramassent des brins d'herbe que vous voyez à l'écran. Ils les mouillent et puis ils les assemblent en cordelettes, en les tauronnant comme ça à la main. Et ils forment des cordelettes assez longues qui vont être elles-mêmes assemblées en cordes encore plus longues et encore plus épaisses.
Et ensuite, en assemblant 3 grosses cordes, ils vont former une corde encore plus grosse. Avec ces cordes géantes, ils traversent des précipices pour former des passerelles. Passerelles dont ils vont faire la rambarde et puis le sol avec les mêmes cordelettes. Tout ça illustre la manière dont on peut passer du brin d'herbe à l'architecture. On peut aussi utiliser cette propriété de frottement des fibres. Donc on a vu que les fibres, en frottant et en s'enchevêtrant, peuvent former des matériaux de construction et des architectures. On va utiliser aussi cette propriété du frottement avec des grains. Et on va prendre des fibres sous forme d'armature qu'on va mélanger avec des grains pour renforcer ces matériaux. Donc ici, on a un exemple d'un pâté de sable. On prend du sable humide, on compacte une petite épaisseur de sable et on met une armature, donc de la fibre, entre les couches de sable compactées. Et de cette manière, on superpose des lits de sable compactés et des armatures. Alors les lits de sable font 1 cm d'épaisseur à peu près. Ensuite, on met des poids pour mesurer la résistance de ce pâté de sable armé. Donc, on peut faire du béton armé, on peut faire de la terre armée. Et là, c'est un château de sable armé. Voilà, on voit que ça tient jusqu'à 9 kg. Là, on n'a plus assez de poids. Donc, pour faire céder le pâté de sable, on monte dessus. Donc, 81 kg là. Et le pâté de sable résiste grâce à l'armature. Et avec ce matériau-là, avec les étudiants de l'école d'architecture de Lyon, on a réalisé une tour en sable de 3 mètres de haut, avec des murets de sable qui font juste 4 cm d'épaisseur. Alors ça pèse quand même 400 kg, ça n'a pas l'air, hein, mais c'est lourd le sable. Donc là, on a une structure de 400 kg qui résiste. Et le secret de cette tour de sable, c'est ces armatures qu'on va positionner tous les centimètres. Donc on voit ici la construction, on réalise des coffrages, on compacte le sable, on met les armatures à intervalles réguliers. Là, on a ouvert le coffrage pour voir comment c'est fait. Et puis on fait un coffrage intégral comme pour le béton armé. Et ensuite on décoffre. Pour comprendre comment ça marche, je suis obligé de faire un petit aparté sur la matière en grains. Alors la matière en grains, on voit ici des grains photoélastiques en lumière polarisée. On appuie dessus et on voit apparaître ce qu'on appelle les chaînes de force. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter l'ouvrage Bâtir en terre. Ce qu'il faut retenir de ces chaînes de force, c'est que quand on appuie sur de la matière en grains, les forces ont tendance à partir sur les côtés. Voilà, c'est beaucoup plus clair sur cette image. On appuie à la verticale et ça a tendance à partir sur les côtés. Et alors, si on place des fibres dans cette expérience, des armatures, on a mis des petites bandes blanches que vous voyez. On a refait l'expérience. Ici, on voit qu'il y a très peu de force qui arrive jusqu'en bas parce qu'elles ont tendance à être perdues sur les côtés. Mais dès qu'on met des armatures, quand on appuie, on voit que les forces ont tendance à descendre jusqu'en bas. Parce que chaque armature, à chaque étage, va reprendre en traction la poussée horizontale des grains et va les tenir par frottement. Et donc finalement, ce château de sable armé que je vous montrais tient essentiellement par frottement entre les armatures et les grains. Et c'est le principe de la muraille de Chine, dont vous parlez Laetitia tout à l'heure. On a des lits de sable, enfin d'un matériau fait de gravier sable avec un tout petit peu d'argile, et des lits de roseaux, et c'est les lits de roseaux qui vont reprendre en traction la poussée horizontale des grains, et c'est ça qui permet de monter à la verticale.
Je passe à la deuxième thématique. Là, j'étais beaucoup dans les grains secs, même si, comme l'a souligné Étienne, le pâté de sable était mouillé. On va rajouter de l'eau pour parler plus des phénomènes de retrait et gonflement hydrique. Les matériaux faits de fibres végétales, comme par exemple le bois, sont sensibles à l'humidité. Quand l'eau s'évapore, on va avoir du retrait qui peut aboutir à de la fissuration, comme on le voit avec cette tranche de bois épaisse. Mais si on prend une tranche de bois beaucoup plus fine, comme le fait ici l'artiste Pascal Houdet, il prend du bois vert, il le coupe en lames très minces et le laisse sécher, on voit que le bois, au lieu de se fissurer, se déforme. Et ces phénomènes de déformation, on peut les mettre en évidence par exemple avec une simple feuille de papier qu'on trempe dans l'eau. Et quand on sort la feuille de papier, on voit qu'elle va gondoler, elle va onduler. Ça, c'est lié au fait que le papier dans l'eau gonfle. Donc l'excès de longueur de cette bande de papier mouillé doit être compensé par de la courbure. On va faire une expérience de Étienne Ressa, Benoît Roman et José Bicot de l'ESPCI. Je vais simplement poser une feuille de papier calque à la surface de l'eau. On voit que cette feuille de papier va s'enrouler parce que la partie mouillée de la feuille gonfle, alors que la partie supérieure ne gonfle pas ou gonfle moins. Et donc l'excès de longueur de la partie inférieure doit être compensé par de la courbure. Alors vous avez devant vous, vous pouvez faire l'expérience, vous avez 3 bandes de papier calque. Je vais faire aussi l'expérience avec vous, avec ces 3 bandes de papier calque. Alors, vous avez dû observer que ces feuilles de papier ne s'enroulent pas de la même manière. Alors, à votre avis, pourquoi elles s'enroulent dans différentes directions? Le papier est un matériau qui est fait de fibres et il est globalement anisotrope, c'est-à-dire que les fibres ont tendance à être orientées dans une direction. On va faire tout de suite tous ensemble l'autre expérience. Pour voir que le papier est anisotrope, vous pouvez prendre une feuille de papier journal. Vous la prenez dans le sens de lecture et puis vous la déchirez comme ça. Et vous essayez de faire des bandes de papier les plus régulières possibles. Donc vous voyez que dans ce sens-là, on arrive à faire des bandes de papier très régulières. Maintenant, je vous propose de faire la même expérience, mais vous tournez la feuille à 90 degrés. Pareil, vous découpez comme ça des bandes de papier. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire des bandes de papier régulières, parce que quand on déchire le papier, dans ce sens-là, les fibres sont globalement orientées dans cette direction. Et quand on essaie de les déchirer dans le sens perpendiculaire aux fibres, la fissure a tendance à essayer de revenir dans le sens de la fibre. C'est la mise en forme du papier industriel qui a tendance à orienter globalement les fibres. Le papier traditionnel fait à la main ne fonctionne pas comme ça, il est beaucoup plus isotrope. Le secret de pourquoi ça s'enroule dans des sens différents, si je coupe la feuille dans ce sens-là, je fais 2 bandes parallèles au petit côté. Je vais en tremper une dans l'eau. Je la laisse gonfler. Voilà, je crois que c'est bon. Et je la remets à côté de l'autre. Et donc celle-là, elle a gagné quasiment 1 cm, enfin même plus que 1 cm de longueur. Donc elle a gonflé
Donc si je fais la même expérience, mais en coupant les bandes de papier dans le sens de la longueur, donc je laisse tremper pour que ça gonfle. Je la mets à côté de l'autre et puis cette fois, normalement, on voit qu'il n'y a quasiment aucune différence d'élongation. Elle n'est pas plus longue. Donc ça, c'est dû au fait que si je prends une feuille normale, le sens des fibres est comme ça. Et donc quand je coupe les bandes de papier dans le sens de la largeur, le papier gonfle dans le sens perpendiculaire aux fibres, mais pas dans le sens des fibres, et c'est ça qui fait cette différence. Le papier va gonfler dans le sens perpendiculaire aux fibres. Ce qu'on a fait quand on vous a donné vos 3 bandes de papier, on les a coupées dans 3 sens différents. Elles vont s'enrouler chaque fois dans le sens perpendiculaire aux fibres. Voilà, donc on voit mieux ici le résultat de l'expérience que j'ai faite. Dans le sens perpendiculaire aux fibres, on gagne 1 cm. Dans le sens des fibres, on gagne quasiment rien, enfin juste 2 mm. Le papier, comme le bois, est un matériau anisotrope, donc il y a un sens de la fibre pour le bois. Et toutes les expériences qu'on a faites ici avec le papier, en fait, on peut les refaire avec du bois. Donc, ça, c'est une bande de bois très fine. On voit que le sens des fibres est dans ce sens-là. Et puis, je vais juste vaporiser avec de l'eau. Puis, je la laisse. Donc là, c'est comme la feuille de papier calque. La partie supérieure qui est mouillée gonfle. La partie inférieure ne gonfle pas. Et donc, on a une courbure, une déformation pour compenser cette différence de longueur entre le dessus et le dessous. Pendant que ça continue, là, je prends une autre bande de papier. Cette fois, le sens des fibres est comme ça. Je mouille. Et là, bon, le résultat sera beaucoup moins spectaculaire. Et puis ici, dans le sens oblique, c'est-à-dire que le sens de la fibre est comme ça. Donc voilà, celle-là, c'est incurvé très peu dans ce sens-là. Ça ne va pas beaucoup bouger là. Et bon, si on attend un peu, celle-là va se torsader. Je continue pendant que ça continue. Voilà. Donc si vous prenez 2 planches de bois, ça c'est des planches de bois qu'on ne trouve pas dans le commerce. Elles font à peu près 50 cm de long et on les a coupées dans le sens perpendiculaire aux fibres. Donc il faut imaginer que c'est un gros tronc d'arbre. On a mouillé la planche du dessus, elle a été trempée pendant 24 heures et on voit que sur 50 cm, le bois gagne 1 cm environ. Donc il y a vraiment un gonflement du bois qui est très important dans le sens perpendiculaire à la fibre. Alors au niveau de la construction, ça a beaucoup de conséquences sur les pathologies. C'est très important d'acheter du bois sec, puisque ça c'est un bois de mauvaise qualité qui a servi à faire un plancher. Il n'avait pas fini de sécher et donc le bois a continué de se déformer après avoir été découpé en planches. Donc c'est pour ça que le bois, il faut l'acheter bien sec, sinon la planche voile. Et puis ensuite, les architectes, au niveau constructif, vont toujours concevoir, enfin les charpentiers, vont concevoir des systèmes d'assemblage des planches pour compenser ce gonflement et ce retrait du bois avec l'humidité. Donc là, c'est pour ça qu'on a un bardage en quinconce, parce que les planches de bois avec la pluie et le soleil vont changer de dimension dans le sens de la largeur. Et donc, on a ce plaquage comme ça qui permet d'éviter que le bois se pousse quand il gonfle ou au contraire qu'il y ait des jours qui apparaissent entre les planches quand il sèche. Et les architectes qui font des bâtiments contemporains comme ça, comme par exemple Studio Lada, donc toutes les planches là sont collées, sont assemblées les unes contre les autres sur 10 mètres de longueur. Et donc l'architecte a calculé que entre le moment où il y a peu d'humidité dans l'air et beaucoup d'humidité dans l'air, le bâtiment bouge de 20 cm, comme ça.
Donc du coup, il a conçu les éléments constructifs pour accompagner ce mouvement du bois, en particulier les éléments de toiture qui peuvent bouger avec le bois. Voilà, donc ça, c'est sensible, la matière en fibre, aux simples variations d'humidité de l'air. Donc il y a Étienne Ressa et Matt Devand qui ont travaillé par exemple sur la pomme de pin. La pomme de pin a des écailles qui s'ouvrent au fur et à mesure que l'humidité de l'air diminue. Et donc il y a des chercheurs, des architectes de Stuttgart qui ont utilisé ce principe-là pour faire des matériaux innovants. Là on voit une simple lame de bois qui change de forme avec l'humidité de l'air. Le secret, c'est juste qu'elle a été imprégnée d'un matériau imperméabilisant sur la face à droite. Et donc, quand il y a beaucoup d'humidité, ça gonfle. Et ils ont en particulier, ces chercheurs de l'université de Stuttgart, réalisé un pavillon qui s'appelle Hygroskin et dont les fenêtres en bois, en feuilles de bois, s'ouvrent et se ferment en fonction de l'humidité relative de l'air. Alors quand on le visite, on ne voit rien, parce que ce qu'il y avait avant, c'était accéléré. Ça varie entre le jour et la nuit. Il y a un artiste qui s'appelle Étienne Cliquet, qu'on a découvert grâce à José Bicot de l'ESPCI, qui utilise en fait ces mouvements, ces déformations hydriques du papier pour réaliser des œuvres d'art. Il appelle ça des ordigamis. C'est des origamis qui se déplient quand on les pose à la surface de l'eau. Il a eu l'amabilité de nous envoyer des fichiers informatiques, puis on a découpé ces origamis avec une machine numérique. Et on va regarder ce qui se passe quand on les met à la surface de l'eau. Ça va assez lentement, donc pendant ce temps, je vais vous montrer autre chose. On pose une feuille de papier journal enroulée cette fois, et on va voir que ça va faire exactement l'inverse que le papier calque qui s'enroule. Ici, ça se déroule. Et ça, c'est dû au fait que ce papier journal est beaucoup plus perméable à l'eau, donc il va être mouillé tout de suite sur les deux faces, et en particulier sur la face supérieure. Et du coup, les fibres de la face supérieure qui étaient comprimées quand on les a enroulées vont gonfler avec l'eau et donc le papier se déroule. Et si on prend du papier journal que l'on plie, vous pouvez faire ça chez vous aussi assez facilement, le papier va se déplier. Et donc c'est ce qui permet à Étienne Cliquet de faire comme ça des ordigamis, c'est-à-dire des œuvres d'art qui se déplient sur l'eau grâce au gonflement des fibres au niveau du pli. Je continue avec la dernière partie sur tout ce qui est hydrophilie, hydrophobie. Les fibres n'ont pas le même comportement à l'eau. Certaines sont hydrophiles, elles aiment bien l'eau, et d'autres sont hydrophobes, elles repoussent l'eau. Donc vous pouvez le constater, vous allez faire l'expérience aussi vous-même. Vous avez deux boules de coton. Une boule de coton, celle qui est très blanche, c'est du coton industriel de supermarché. Et celle qui est un peu moins blanche, c'est du coton naturel, voilà, qui vient directement de la plante. Vous les mettez, les deux boules, dans l'eau, et vous regardez ce qui se passe. Donc je le fais ici avec vous. Ça va très vite, hein, on voit le résultat. Le coton naturel brut ne coule pas parce qu'il est hydrophobe. Et l'autre, celui de supermarché, a été traité en surface pour être hydrophile. Et donc, il a tout de suite coulé. Alors, si je prends cette fois le coton brut, le coton naturel, celui qui est hydrophobe, je le mets dans la même eau, et là, dans une eau savonneuse. Donc, c'est la même expérience. C'est un peu long, donc je vais vous montrer la vidéo en accéléré. Liquide vaisselle. Donc on voit que cette fibre qui est hydrophobe est quand même mouillée si on ajoute un tensioactif comme du savon. On va faire la même expérience du coup avec cette fleur de Macette. Donc on revient au début de la conférence.
Je vais prendre un petit peu de fleur de macette et je vais la mettre dans l'eau. Voilà. Voilà. On voit que ça ne coule pas. Ça ne se mouille pas parce que c'est une matière qui est hydrophobe. Voilà. On a même une pellicule d'air qui se forme autour de cette fleur. C'est une fibre hydrophobe. Alors nous, on voulait l'utiliser pour la construction, pour réaliser des mélanges d'argile, de boue et de fleurs de macette. Et du coup, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a lavé cette fibre. Donc on voit que dans l'eau normale, on n'arrive pas à la mélanger. Par contre, dans l'eau avec du savon, dans l'eau savonneuse, ça marche. Et donc, on peut la mélanger à la terre. Voilà. Je laisse du coup la parole à Laetitia. Donc, à partir de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, qui permet de comprendre les propriétés physico-chimiques de la matière en fibre, on peut en déduire des applications pour faire des matériaux pour la construction. Donc, on reste sur la thématique du TIFA, cette plante qu'on vous a présentée au début, qui est un roseau des marais. Et à partir des matières premières, donc je vous l'ai présenté rapidement tout à l'heure, on a 4 ou 5 feuilles par plante, une tige et une fleur. Les feuilles sont épaisses, et là c'est une vue de feuilles en coupe. On voit que c'est comme une mousse naturelle, c'est alvéolé. Et cette structure alvéolaire poreuse, elle est très intéressante dans la construction parce que d'une part, ça fait des matériaux très légers, donc qui peuvent être utilisés en grande quantité dans le bâtiment. Et puis, cette structure alvéolaire aussi permet d'avoir une bonne capacité d'isolation thermique. Ensuite, les tiges, elles, sont coniques, donc les bases des tiges ont un diamètre plus grand que le sommet de la tige. Et surtout, ce sont des tiges pleines, qui est très spécifique puisque en général, beaucoup de fibres végétales ont des tiges creuses, donc par exemple la paille ou le roseau, etc. Donc là, on a des tiges pleines qui donnent des propriétés particulières. Et puis enfin, la fleur qui est composée de microfibres. Alors, à partir de ces quelques éléments du TIFA, on a imaginé différents prototypes de matériaux de construction. Donc, je vais en présenter quelques-uns ici. Le premier, c'est le panneau isolant à base de TIFA. Donc, vous le voyez ici, le prototype, en fait, il est constitué uniquement de tiges de TIFA qui sont assemblées avec du fil de fer galvanisé. Et là, on a voulu un peu imiter ce qui existe déjà sur le marché, qui sont les panneaux de roseau isolants. Mais comme je vous le disais, le fait que ce soit très alvéolaire, on peut penser que ça aura une meilleure isolation. Ça peut être encore plus intéressant que ce qui existe aujourd'hui. Donc, pour fabriquer ces panneaux isolants, on prend les feuilles, on les aligne dans un cadre et puis on les entoure de fil de fer. On met des petites épingles pour serrer et puis on obtient le matériau. Et on coupe les bords. On a pris le modèle sur des choses qui existent déjà. Là, c'est des panneaux, comment on fait des panneaux de roseau de manière assez artisanale, puisque ça se fait aussi de manière industrielle. On a un cadre métallique, on met de métallique verticalement, on met les panneaux de roseau horizontalement. Régulièrement, on met des épingles métalliques, des accroches. On mesure la hauteur, on coupe les bords. Et puis on obtient le panneau de roseau qui peut être utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, en isolation extérieure ou intérieure avec différents systèmes constructifs sur des murs en briques, des murs porteurs ou des murs structure bois, etc. Là, c'est un exemple d'un bâtiment en Allemagne qui a été rénové énergétiquement en 2007. C'est un bâtiment du siècle dernier. L'architecte a proposé une isolation par l'extérieur, donc avec ces fameux panneaux de roseau. Ensuite, il y a un enduit en chaux sable qui est appliqué. Donc ça, c'est tout le bâtiment isolé par l'extérieur. Et puis à la fin, après la pose de l'enduit, on ne se rend pas du tout compte que ça a été isolé avec des panneaux de roseau. Et c'est très intéressant thermiquement. Un autre exemple de produit qui a été imaginé, on appelle ça le placotaire. Donc c'est ça. Et ce matériau-là, il est constitué uniquement de 2 éléments, d'une boue d'argile et de la fameuse microfibre de fleurs de macette. Et là, on a voulu imiter un produit qui est développé, qui a une grande diffusion aujourd'hui, qui est le fer-macelle. Le fer-macelle est constitué de papier recyclé, donc la fibre, c'est le papier recyclé. Le liant, c'est le plâtre et d'eau. Donc comment est-ce qu'on fabrique du fer-macelle aujourd'hui? On a là le plâtre, les vieux papiers à partir desquels on fabrique de la fibre de cellulose. Enfin, on récupère la fibre de cellulose, c'est mis à macérer dans des bains d'eau.
Ensuite, c'est filtré, étalé en bandes. Et ensuite, c'est pressé. Donc là, vous voyez, 300 bars. Et puis ensuite, je passe, mais c'est découpé avec des filets d'eau. Donc, on a voulu réaliser la même chose. Ici, là, on voit bien, ça a été découpé numériquement, enfin avec une machine numérique. On voit bien les fibres qui dépassent du mélange. Donc ça, c'est le fameux matériau. C'est de la terre, de l'argile. Si on faisait ça avec de la terre seule, au premier coup de marteau, on casse la terre, vous imaginez bien. Voilà. Et en fait, c'est juste les minuscules fibres de la massette qui permet d'avoir un matériau qui a une grande résistance au choc. On peut le travailler comme un aggloméré de bois, le visser, le découper, l'usiner, le poncer, etc. Ce qu'on a voulu vous montrer à travers cette présentation qui était en 3 parties, architecture, matière et matériaux, c'est en fait la logique, c'est justement ces différentes échelles. Quand on construit en fibre, on part d'un point de départ qui est une ressource naturelle, la plante. De cette plante, on va extraire différentes fibres, différentes matières premières. Ces différentes fibres, on peut les transformer ensuite en différents matériaux de construction. Différents matériaux vont s'assembler en éléments, par exemple ici un élément isolant de façade, une paroi isolante. Plusieurs éléments peuvent s'assembler pour former une structure. Une structure en fibre peut s'intégrer au sein d'un édifice. Parfois, c'est rare, plusieurs édifices assez les moudifs forment une agglomération entière et puis cette agglomération s'intègre dans un territoire. Donc quand on part du territoire, on a différentes matières premières qu'on transforme en matériaux, éléments, structures, édifices, agglomérations qui s'intègrent elles-mêmes dans un territoire. Donc tout ça, c'est un cycle et c'est ce qui représente pour nous l'architecture. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de former des professionnels capables de construire avec les matériaux qui sont juste sous nos pieds ou à portée de main. Voilà, je vous remercie de votre attention.